Bon, allez, on y va. Épisode 315, on est le 11 mars 2018. On y va. 1, 2, 3. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour et bienvenue à la nouvelle édition du podcast du Cannes Football Club, version Couscous Piri-Piri. Se fait avec vous en ce dimanche 11 mars 2018, joint comme d'habitude par mon compère, mon compadre des Açores, Monsieur Nitton Georges. Salut Nitton. Salut Sofiane, comment ça va ce matin? Donc, on est rendu l'après-midi, nous, hein? Mais pas grave. De toute façon, on ne sait pas quand est-ce que les gens vont l'écouter, le podcast, donc bonjour. Bonjour, bon après-midi, bonsoir et à demain. Donc merci encore tout le monde de nous écouter. Bienvenue à l'édition du 11 mars, comme je disais. L'Impact a perdu son deuxième match consécutif et son deuxième match de la saison. Sur un score de 3-2 face au Crew de Columbus en Ohio. Évidemment, le focus de ce Couscous Piri-Piri sera sur ça, évidemment sur d'autres sujets intéressants autour de l'Impact et peut-être un peu de la MLS, si ça nous tente. Donc voilà, bienvenue. Si on veut déprimer. Et voilà, si on veut déprimer. Et on va voir les résultats des autres équipes et on dit, damn, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, voir les classements, voir certaines équipes à LA qui cartonnent. Tout va bien. C'est difficile, Nilton, les clubs d'expansion. C'est difficile. Non. Oh, wow. À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, méga parenthèse. La première saison, tu sais, nous, on a tué un peu le concept de match en main. Là, le Couscous Piri-Piri, on a tué ça en une saison. On l'a noyé. Mais la première année, là, les observateurs, on nous sortait semaine après semaine. C'est normal, c'est un club d'expansion avec toutes les références nord-américaines, comme si on commençait l'équipe from scratch avec juste les rebuts des autres équipes. Non, c'est pas comme ça au foot. Au foot, ça, on peut aller chercher un 11 partant de qualité. Hein. Rossi est en train de prouver sa valeur. Vela, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Et des fois, on est même capable de faire des échanges pour améliorer son équipe dès la première année. En plus, j'avais oublié que, quand il s'appelle, je parle pas de l'équipe d'expansion, mais j'avais pas réalisé que Carlos Rivas est avec les Red Bulls. j'ai totalement oublié. Eux aussi, hein, ils ont en une même pas une demi, en une saison morte, là, ils ont refait complètement leur club, puis ça marche pas trop mal. Hein? J'avais pas réalisé qu'ils faisaient partie de l'échange de César Clashton. Je dis, mais c'est un bon move, c'est pas mal. Voilà, j'ai eu un blanc de mémoire. Je l'avais remarqué quand il a marqué 2 buts contre les Timbers de Portland, un massacre 4-0. Donc voilà, mais non, regarde, l'Impact c'était la dernière version de l'expansion 2.0, hein. Là c'est l'expansion 3.0. Ouais, mais même peut-être non, il y a Minnesota qui eux ils ont été pris dans la mauvaise année. Eux c'est la dernière expansion à la vieille école, mais en même temps il y avait Atlanta en face, ils ont compris tout de suite. Ils avaient l'air bêtes. Ils avaient l'air bêtes. Le premier match du Minnesota c'était la catastrophe. Là. Tout le monde pensait qu'ils allaient battre un record de défaites. Finalement, non. Ils ont trouvé une façon de se replacer tranquillement. Puis ils ont battu l'Impact au Stade Saputo aussi. Mais on parle match en main. On parle de Minnesota. Eux, au moins, ils ont un Kevin Molino, un milieu offensif, qui serait parfait avec Taider et Piatti. Mais avec Taider, Piatti et Piat, mais j'arrête de trop parler. On revient sur le match. Si vous nous écoutez, l'Impact a perdu 3-2 face au Columbus de Higuaín, Federico et non pas Gonzalo. Rapidement, les éléments partants du côté de Columbus, on a le gardien Zach Steffen, en défense Valenzuela, Aboubakar, Mensah et Afoul. Au milieu de terrain, Arthur, Martinez, Higuaín, Pedro Santos, l'excellent Pedro Santos et Will Trapp qui est aussi excellent. Et à la pointe, Jazzy Cerdez, un sorte de 4-5-1, 4-3-3, dépendant comme vous voulez. Et du côté de l'Impact, évidemment, c'est le même alignement comme d'habitude avec quelques changements. Bouge dans les buts, Lovitz, Raitala, Cabrera, Petrasso. En défense, Piat devant la défense, Piatti, Taider, Kroliki, Vargas qui remplace Edwards dans le 11 partant et Mancuso en pointe, l'Impact dans un sorte de 4-1-4-1 selon la feuille de match. Bon, donc ça explique des choses, explique certaines choses. Le Columbus a pris l'avance de 2 buts
entre la 12e et la 15e minute sur Higuaín par penalty et Zardez. L'Impact réplique à la 59e face à un excellent slalom de Piatti sur une passe de Piet et ensuite égalise grâce à Raheem The Dream Edwards à la 85 sur et mon Twitter a explosé à ce moment-là. Exactement. Un super but de Raheem The Dream Edwards qui a remplacé Vargas et a eu un impact assez évident sur le match. Mais ensuite, le combo Edwards et Krolikri provoque un penalty désolant qui fait mal. Qui font tomber, je pense, c'est Santos qui tombe dans la surface de réparation et Zardes qui marque un doublé pour faire ça 3-2 à la 90e en temps additionnel du match. Donc voilà, une sorte de défaite crève-cœur. En voyant le match en général, on aurait dit qu'un 2 partout n'était pas démérité. L'Impact jouait mieux que contre Vancouver, donc il y avait espoir. J'ai un peu pour mettre un peu en perspective, je vais lire ce que Rémi Gall a dit après le match pour donner un peu de contexte. J'ai trouvé l'effort fantastique, je n'aime pas perdre, mais j'ai beaucoup aimé la réaction de mon équipe et l'intensité qu'on a mise dans ce match. On est en progrès, mais il nous faut des points dès le prochain match, qui sera contre le TFC, au Stade Olympique. Donc Nilton, par rapport à ce que Gall a dit, est-ce que c'est positif le progrès, malgré qu'il y ait 0 points? Ou c'est aussi la question ben oui ben non qu'on a mis sur notre page Facebook. Est-ce que malgré 0 points, est-ce que la progression du club est visible pour toi? C'est sûr que avant le début de saison, probablement tous les observateurs auraient prédit 2 défaites lors de ces 2 premiers matchs. Donc, se retrouver à 0 points, c'est pas une catastrophe, puis c'est pas une méga surprise. C'est sûr que quand on voit le match d'hier, oui, on a un peu de regret parce que le point, pas autant au niveau comptable, mais au niveau moral, aurait fait du bien à tout le monde. Ce petit point-là les joueurs auraient cru un peu plus au message de Garde en disant que nous sommes en progression. Oui, effectivement, on a eu probablement plus de chance dans ce match-là que Columbus. On a frappé des poteaux, on a manqué des occasions claires. Puis il marque 3 buts, mais là-dessus, c'est 2 pénals. Donc, on a l'impression qu'on a manqué un peu notre coup, mais est-ce que l'équipe a mieux joué? L'équipe a, oui, mieux profité de certains éclairs. L'organisation, c'est pas tout à fait là encore. On voit que rapidement, même si les joueurs changent, on voit les mêmes choses que les saisons précédentes. Taider, en 2 matchs, il est devenu Blairim. Oui. Il a délaissé le milieu de terrain. Il travaille moins dans la récupération de balles. On le sent un peu plus frustré par les choix de jeu. Et on le voit tête basse pour essayer des trucs que visiblement, il n'est pas capable de faire. Des tirs de loin, c'est sûr que tout le monde va réussir. Là. Ils ont le talent, ils sont dans la MLS, donc ils sont capables de faire des... Mais réussir un tir de temps en temps, c'est bien. Mais les réussir une fois sur 3, c'est ça, elle est là la difficulté. Donc là, on voit que Rémi Garde est encore, en tout cas au niveau public, là, il est encore diplomate avec ses joueurs. Il n'est pas encore en train de les blâmer directement, même si certains auraient besoin. Puis je suis sûr qu'en privé, Garde doit s'attaquer aux problèmes de certains joueurs. Il doit pointer directement Petrasso qui fait pas le travail. Il doit pointer, c'est une recrue, mais il doit dire à Krolicki d'en faire un peu plus avec le ballon, de se retourner vers l'attaque et non voir l'option facile derrière. Il doit en demander plus à Vergas qui, oui, il y a 2-3 flashs intéressants, mais après, il est complètement effacé. Et puis, on l'a entendu dans le reportage à TVA Sport, il n'était pas content, Garde Edwards, à faire son but. Il venait d'arriver sur le terrain, puis il trottinait encore, il perdait ses courses. C'était pas normal. Donc, le discours de Garde, je le prends avec un grain de sel, c'est-à-dire, là, il est encore en mode, je suis le nouveau, là, je suis arrivé, j'aime encore tout le monde. Mais éventuellement, il va passer ses messages. Mais moi, c'est pas juste Garde. Je mets pas un grain de sel sur les propos de Garde, je mets un grain de sel sur le club en entier, sur l'effectif en général. C'est encore un effectif jeune en termes de collectif. Mais bon, la saison va passer vite, là. Le mois de juin va arriver assez rapidement. Et je pense qu'il y a ce qu'on voit sur le terrain par rapport à ce qui manque, par rapport à des critiques qu'on puisse avoir, peuvent s'expliquer assez facilement. Et c'est pas une bataille tactique, stratégique que l'Impact perd. C'est une bataille de talent.
Oui, c'est une bataille d'effectifs. C'est ça, c'est pas... Il va chercher le plus qu'il peut avec l'effectif qu'il a. C'est pas le défi contre TFC en 2015 en série MLS et en 2016. Ils sont plus à ce niveau-là, dans le sens où ils peuvent niveler le match à leur façon, imposer un certain rythme en play-off et essayer de compétitionner contre une équipe meilleure ou une équipe pas aussi bonne comme DC United en série qu'ils ont massacré sur le match couperé. Donc c'est ça, et je suis content que tu me rejoignes sur ça parce que tu sais, Petrasso, tu sais, moi je parlais après des joueurs, mais en général, moi, ce que je vois s'explique. Je vois qu'il y a encore une obsession sur les coups de pied arrêtés. Pourquoi l'Impact en prend? Je pense que beaucoup d'équipes en prennent et je trouve que la tête de Zardes était parfaite. Donc moi, si l'Impact se prenait ce genre de but plus souvent, au coup de pied arrêté durant les 4 dernières années, je pense que j'aurais été moins frustré que ce qu'on a vu, hein, où on voyait des cadeaux que l'Impact donnait en termes de coup de pied arrêté. Mais bon, moi je suis un peu... C'est sûr que présentement, on a une fixation. Là. Oui, c'est ça. C'était talk in town, le coup de pied arrêté, mais t'as raison. Là, c'est une fixation qui commence à être ennuyante là, après 4-5 ans. Puis Camara, ce qui est réussi comme tête au premier match, c'est splendide. Là. C'est bien réussi. Ensuite, Piet perd un duel qui, de toute façon, par son gabarit, était voué à le perdre. Mais tu vois la course aux Ardèzes et comment il dévie la tête, c'est exact. Excellent. Mais bon. C'est normal. On est obsédé par les coups de pied arrêtés et dès qu'il se passe quelque chose, on va le remarquer un peu plus. Mais tu sais, si on avait d'autres obsessions, on va commencer à remarquer d'autres choses aussi. Là. Je pense pas qu'à Columbus, ils ont un débat. S'il y avait un couscous piri-piri, bon, il s'appelait quoi? Brisket Chicken Wings, c'est leur couscous piri-piri à eux, où ils se disent... de couscous. Voilà. où ils se disent que on s'est pris 2 buts de l'Impact sur des centres du côté droit. Ils vont pas se dire ça. Je pense pas qu'ils vont se faire un débat dessus pendant 2 ans. Genre, Columbus, c'était clairement prenable. Défensivement, c'est pas si bon que ça. Et surtout qu'ils aiment beaucoup attaquer. Mais vraiment, ils y vont all-in. Même le milieu de terrain défensif sont plus offensifs que les milieux de terrain offensifs de l'Impact. Donc, mais c'est pas pour rien aussi qu'ils jouent avec pratiquement 2 milieux défensifs à Columbus. Arthur et Trapp, c'est la chaîne. Puis ils montent beaucoup. Arthur pour être un numéro 10, entre guillemets, comment il joue. Il l'est pas. Il m'intéresse pas tant que ça, mais je peux faire une métaphore. Bon, on passe aux évaluations, les fameuses évaluations classiques et les meilleures du web. Les Saputo d'or, les Trop-Poutine et Chilard d'un foin. Si vous avez suivi le tweet de Sid @Solambe, SOLAMBEY et du Cannes Football Club @Cannes Football Club, vous aurez vu le petit formulaire Google pour vous demander de redonner vos notes pour tous les joueurs qui ont participé au match et votre Saputo d'or et votre Trop-Poutine. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas si facile que ça, parce qu'on les prend pas individuellement, mais si on prenait une évaluation d'une seule personne, puis on compare une note d'un joueur versus l'autre, c'est pas si évident. Tu sais, on aime ça critiquer quand un chroniqueur donne une telle note à tel joueur et telle note à l'autre joueur, mais quand dans l'ensemble, là, c'est pas facile à faire. Ah ouais, quand on voit nos fans en train de répondre à ce sondage, on a eu 187 réponses. Participation, c'est énorme. On a augmenté la première fois, on était autour de 170, je pense. Donc voilà, la prochaine fois, tout le monde, ramenez-nous à 200, même 250 évaluations pour le prochain match contre le TFC. Comme c'est TFC, je dis allez, j'ai 300. Hein, c'est une rivalité, donc aidez-nous à arriver à 300 évaluations. Surtout après la 3e défaite, là, ça va vouloir évaluer en masse. On va recevoir des tweets de hate et d'amour aussi. Ça dépend qui nous tweet. Non. Mais je blague. Juste, ce qui a été compilé au niveau des hashtags, c'était qui a été le Saputo d'or du match et qui a été le Trop-Poutine du match. Donc, le gagnant Saputo d'or du côté de nos fans, c'est Daniel Levitz avec 83 votes pour le Saputo d'or. En deuxième position, Piatti avec MVP. 58. C'est notre MVP. Je vous ai dit, vous l'avez trop haté l'an dernier. Genre, vous avez... Attends. Non, je veux finir. J'ai jamais dit que Lovitz c'était genre le meilleur défenseur de l'année dans la MLS ou pour toujours. Tout ce que j'ai dit, la fixation sur le fait qu'il gagne un trophée fait en chocolat, que tout le monde devrait s'en foutre. Il y avait une sorte d'obsession par rapport à ça, pour qu'elle a gagné, sur tes fichiers, blablabla. Laisse les gens avoir du plaisir dans une saison de merde, là, quand même, là. Non, c'est vrai. Mais je dis ça comme ça. Si tu critiques les médailles de chocolat, à quoi ça sert? Moi, j'aimais l'année passée, j'ai fait critiquer parce que j'aimais plus le travail de Levitz comme défenseur gauche versus le travail d'Oyongo. Bon.
On va traiter de tous les noms, mais perso, dans un match, je parle pas de talent. Oyongo, il y a du talent, mais au niveau efficacité, dans l'équipe de Montréal, Lovitz faisait un boulot beaucoup plus utile qu'Oyongo. Je suis pas d'accord, mais je pense que c'est un débat de 2017. De toute façon, Donc, de toute façon, il est parti en Ligue 1, semble-t-il. Semble-t-il. Vitor Cabrera, 3e avec 21 votes, Saputo d'or. Taider, Piet, Bush et Mancuso ont aussi des Saputo d'or, respectivement 11 votes, 7 pour Piet, 4 pour Bush et 3 pour Mancuso. Du côté du Tropoutine, le gagnant qui a dû gagner ce vote entre la 90e et la 95e, le gagnant du Tropoutine, c'est Ken Krolicki avec 70 votes sans équivoque, qui est juste devant Petrasso qui a 45 votes pour le Tropoutine du match. Je pense qu'avant le penalty, Petrasso et Krolicki étaient à 45-45. Et puis il y a eu un petit boost pour Krolicki après le penalty. C'est sévère, c'est sévère. C'est sévère. C'est sévère. C'est sévère. Raitala, 23 votes Tropoutine. Et bon, pêle-mêle entre Edwards, Mancuso, Vargas, Piet aussi, etc., etc. Donc, allez sur notre page Facebook Cannes Football Club et aussi sur le Twitter de Sid @Solembe pour voir les graphiques. Et on vous a aussi demandé les notes, mais avant de parler de notes, au niveau de ton évaluation, ton Saputo d'or, est-ce que tu es d'accord avec Lovitz? Oui, mais vraiment, celui qui a été le plus utile pour l'équipe, ça reste Piatti. C'est un classique, c'est toujours la même poutine. Mais sans Piatti, il n'y a pas de match. C'est lui qui a réglé la situation, encore une fois, qui a donné espoir à l'équipe. Oui, Lovitz a connu un bon match, mais n'empêche, il a juste centré le ballon. Ouais, mais il faut le faire. Il a essayé 15 fois, il a eu 4-5 fois. Il y en a un que Edwards a réussi un coup magique. On renvoie ce ballon-là 15 autres fois à Edwards. Pas sûr qu'il va toucher le filet. Le vrai travail efficace, c'est Piatti qui l'a fait dans ce match-là, par lui tout seul. Un peu trop, mais c'est pas un grand match de Piatti, on s'entend. Là. C'est mini. C'est son meilleur match de l'année. Mais c'est pas c'est même pas un bon match au standard de Piatti. You're getting soft. Very soft. No respect. Les mêmes arguments que tu as utilisés pour un peu blaster Lovitz, il centre 4 bons centres sur 15. C'est les mêmes arguments que j'ai utilisés pour lui donner le Saputo d'or parce que il a fait des belles courses, il a eu un contre contre la foule. Il a vraiment fait mal à la foule en deuxième mi-temps alors qu'à foule, il continue à monter vers l'avant mais laisser des espaces. Identifié par Piet qui jouait rapidement vers l'avant et Taider. Et puis voilà, donc moi c'est Lovitz. Du côté Tropoutine, moi j'hésite. Petrasso le mérite, comme mon Tropoutine à mon avis, mais pas pour les mêmes raisons que contre Vancouver. Mais c'est dur pour moi de mettre Tropoutine parce que c'est pas un vrai latéral droit. Il a commencé latéral droit avec l'équipe canadienne. C'est il a joué si avait commencé ou en Angleterre, il était déjà dans ce profil-là. Même s'il était latéral droit en Angleterre, il était dans l'équipe réserve de Queen Park Rangers. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'il y a des highlights? Est-ce que je peux voir du positionnement? J'ai aucune idée. Donc, pour moi, c'est un latéral droit qui n'est pas de métier. Donc, voilà, je pense que Duval, dans moins d'un match ou deux, va reprendre sa place, à mon avis. Puis, je trouve Petrasso le prend. Pour moi, le Tropoutine, mais il a joué son meilleur match de l'année lui aussi, mais c'est quand même un match en dessous de ça. Mais surtout offensivement, il n'y a pas de trop d'espace, il est trop statique. Et je pense en partie par rapport au collectif qui est un peu trop statique aussi. Donc Petrasso pêche de ce côté-là. Et ton côté, est-ce que tu donnes à Krolicki ton Tropoutine? Non, Krolicki, il a fait un geste un peu malheureux dans sa surface. C'est tout. Il mérite pas cette note-là si basse. Oui, sur le terrain, on en veut un peu plus, mais il a quand même beaucoup travaillé. C'est pas toujours efficace, mais il a beaucoup travaillé, puis il a aidé dans la récupération du ballon. Petrasso, lui, son problème, c'est que il est pas assez bon offensivement pour être si mauvais défensivement. Il aide pas assez. C'est ça. Il peut pas justifier qu'il soit offensivement moyen pour dire qu'il soit défensivement et moyen et vice versa. Ça va des deux côtés. L'inverse, c'est moins pire. Duval pouvait être moins bon offensivement parce que défensivement, il se donnait beaucoup. Mm-hmm. Pas certain qu'en fin de match,
si c'est Duval qui est là au lieu de Petrasso, que c'est un Krolicki ou un Edwards qui est au duel. Oui. Et c'est pas certain qu'il y a une pénalité parce qu'il va avoir un peu plus de lucidité, puis Duval, il est clean dans sa surface. C'est vrai. C'est vrai, c'est un bon point. On va en parler un peu plus tard parce qu'on a beaucoup de questions sur la gestion de l'effectif en fin de match, là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Petrasso, c'était pas terrible. Vargas, je sais que les gens ont pas trop aimé mon commentaire parce que je l'ai comparé un peu à Edwards. J'ai rien vu d'extraordinaire en Vargas dans les matchs pré-saison, dans les 60 minutes qu'il nous a donné. Je vais même aller un peu plus loin. Les premières minutes d'Ontivero étaient meilleures. Au moins, en 1 contre 1, Ontivero gagnait des duels. Il allait chercher des ballons chez l'adversaire. Il driblait. Mm-hmm. C'était dangereux dans ses centres. Ontivero aussi, il a frappé un poteau. Là. Au premier match à Montréal, là, il faut pas être aveuglé par des flashs de joueurs. Il faut voir l'ensemble. Une fois qu'il a frappé le poteau, avez-vous en tête une action de Vargas? Non, il y a une action où il a combiné, il jouait vraiment dans l'axe. C'était intéressant. À part ça, il était invisible. Parce que là, on n'est pas en train de comparer. Tu sais, Vargas, c'est pas un gars de l'académie, là. OK? C'est pas Chouanière où on dit, OK, c'est pas pire, il y a des flashs. C'est un gars qu'on a payé 1 million et plus dans une transaction un peu douteuse. Tout à fait. Donc, c'est un transfert. On s'attend à plus. On s'attend à du rendement assez rapidement sur le terrain. La patience, là, au foot, on n'en a pas tant que ça parce qu'il y en a tout le temps un autre ailleurs de disponible. Si tu sors 1 million, c'est qu'il va te donner 1 million assez vite. Vargas, il n'en donne pas. Edwards, au moins, il te coûte 50 000 $, puis c'est un Canadien, c'est moins pire. Il a espoir, il est jeune, il est en shape, lui. Bon, des fois, il trottine, mais c'est la volonté son problème, c'est pas le physique. Vargas, il a l'air brûlé après 30 minutes. Non, mais c'est vrai que... Je ne sais pas trop si c'est un ailier, en tout cas à droite, parce qu'on l'a pas beaucoup vu jouer à gauche et on le verra jamais, please God, à gauche non plus. Mais Vargas, en tant que milieu de terrain, je me souviens d'une belle passe en pré-saison, mais bon, c'était contre un club de USL. Il faut que ça soit du wow factor. Il faut que quand il y a le ballon dans ses pieds, il y a de la magie. Non, c'est vrai. Puis, regarde, on a eu ce débat en pré-saison, 4 fois déjà. Et en incluant le match de Vancouver en saison officielle. Honnêtement, il y a trop de facteurs X, il y a trop de doutes. Donc, on attend que ces doutes soit disparaissent, soit se confirment pour qu'on passe à autre chose. Et je suis d'accord du moment non, mais trop attendre. Bon, on va parler du mercato de l'Impact qui s'active. Mais bon, tu sais, à un moment, tu vois Vancouver qui sont prêts. Sur leur banc, ils ont Philippe qui rentre et Breakshea. Tu vois Columbus que eux, ils ont un style qui est déjà là. Ils sont prêts. Il n'y a pas de surprise. C'est eux, on sait à quoi s'attendre. Donc, et même ça, ils étaient pas très bons en deuxième mi-temps. Puis, bon, l'Impact les a bien défiés. Donc, tu sais, il y a moyen de faire quelque chose. Mais maintenant, du moment que tu as un transfert, que tu payes pour un transfert, et encore le transfert, c'est pas mon argent, donc je m'en fous entre guillemets. Sauf si ça mange ton TAM et ton gamme. Mais une place internationale, une autre que tu dois acheter ou tu dois utiliser pour un joueur qui est marginal ou pas. Donc, il y a tout le temps ce débat-là. Surtout en MLS, une place internationale, ça coûte de l'argent. Il faut que tu l'utilises. Il faut que tu payes un salaire il fait pas un petit salaire. Il faut que tu payes un transfert qui gruge dans ton argent d'allocation. Donc, s'il n'y a pas de performance dans les 5 prochains matchs, on aura un problème. Ça, c'est clair. On n'a pas ce débat sur Tyder. On voit Tyder, il fait du Tyder. C'est un numéro 8, box to box, plus défensif qu'offensif. Il a monté vers l'avant. Il est généreux dans l'effort. Donc, ça, on le sait. Tu vois, on aurait eu le même débat avec Diallo. Est-ce que Diallo est bon ou pas? On ne le saura pas. Et Fanny aussi. Fanny, on l'attend en tournant pour voir qu'est-ce qu'il vaut en ce moment en termes de forme physique, parce que tactiquement et techniquement, on sait ce qu'il vaut, que ce soit à Rennes ou à Marseille notamment. Maintenant, il y avait une compilation des notes des joueurs. Je vais passer rapidement par les notes de la défaite 3-2 qui ont été compilées par les votes de nos fans. 187 réponses pour cette édition. Evan Bush 6.6, Petrasso 5. Évidemment, c'est des notes sur 10. Victor Cabrera 7.1, Raitala 5.5, Lovitz 7.6, Piet 6.2,
Taider 6.9, Kroliki 5, Vargas 5.9, Ignacio Piatti 7.4, Mancuso 5.8 et Edwards 6. Donc les notes semblent suivre la ligne des évaluations Sapodor et Tropoutine. Donc c'est assez correct. Je voulais faire une comparaison intéressante entre les notes générales par rapport au match, entre le match de Vancouver et Columbus. Donc quand on vous demande de noter la qualité du match, on vous a donné une note moyenne de 5.45 contre Vancouver. Contre Columbus, cette note est à 6.76. Donc on voit que le public a la pression et que l'Impact a mieux joué. Puis cette impression est bonne, l'Impact a bel et bien mieux joué à mon avis, Nilton. Oui, puis quand Piatti marque dans un match, déjà, c'est un petit 1 de plus parce qu'habituellement, c'est un beau but. Voilà, t'as un boost, c'est un slalom, puis il fait mal paraître le défenseur et le gardien. Notez la qualité de l'arbitrage. Contre Vancouver, 6,95. Waouh, incroyable. C'est bien passé. Et contre Columbus, l'arbitrage a une note de 5,22. Donc, mais c'était 2 pénales. C'est 2 pénales. Le deuxième, honnêtement... Le deuxième, genre, est-ce que c'est vraiment penalty? Genre, j'ai vu l'action, mais je dis, waouh. On va se dire la vérité. Santos est tombé. Ouais. Ben, il a tombé. C'est pas Edwards qui le fait tomber, c'est pas la jambe de Kroliki, c'est lui qui décide de tomber. Et ça, c'est clair. Et Kroliki le touche après, puis on a l'impression qu'Edwards lui fait tomber, l'attrape par le talon, mais en fait, il touche même pas, j'ai l'impression. Et je suis curieux pour voir, il n'a pas eu le VAR qui était impliqué dans cette décision. Mais c'est pas évident non plus. C'est ça. Sur la reprise, tu peux pas. Non, je peux pas à la savoir. reprise, tu vas voir qu'il y a une jambe, mais t'es pas là pour juger s'il a décidé de se laisser tomber ou pas. C'est vrai. Mais en termes de probabilité, l'Impact aura la chance de profiter d'une décision similaire. Mancuso va faire la même chose. Là. Dès qu'il va avoir une jambe, lui aussi, il va se laisser tomber. J'ai des doutes sur lui. Notez la performance collective de l'Impact. En général, la question, c'était 5,72 contre Vancouver et c'est un 6,48 contre Columbus, c'est confirmé. Et la note qui tue, notez le coaching de Rémi Garde, 6,82 contre Vancouver et 6,60 contre Columbus. Je pensais que ça serait plus bas. Ouais, c'est vrai. On aura un débat sur ça, la gestion du banc sur ça. Mais avant d'avoir ça, Nilton, j'ai besoin de ton expertise Twitter pour nous faire parvenir les questions qu'on nous a demandées avec tes excellents tweets qui nous donnent trop de réponses. Vraiment un gros merci. Là. On reçoit des questions vraiment intéressantes, pas nécessairement des sujets que toi ou moi on pourrait penser parce qu'on est on est débordé. on a déjà nos opinions. on est débordé. Non mais gros merci à tout le monde. On va tous vous mentionner avec vos questions. On remercie encore à l'avance. Ça fait chaud au cœur là, vraiment. C'est vraiment intéressant de voir ces questions-là. Donc une des premières questions qu'on a reçues, ça vient de Richard qui demande est-ce qu'on a ce qu'il faut pour rivaliser avec les autres clubs de premier plan comme Toronto par exemple. Attends, il demande si l'Impact va rivaliser? Si on a ce qu'il faut. Non. À aucun moment dans l'histoire de l'Impact en MLS, ce club a eu ce qu'il faut pour être un club d'élite. Ça, c'est clair et net. Presque. Jamais. Quand on avait Drogba, on était peut-être à un élément d'envergure. Oui, Nilton, on était à un but de faire la finale, on était à un but de faire ça. On était les matchs-hommes. On avait vraiment 2 éléments. Là. On avait Piatti, on avait Drogba à l'époque. On pouvait espérer, dans n'importe quel match, on était en confiance qu'on pouvait dominer. Regarde, je vais te dire pourquoi. Mais là, aujourd'hui, non. Là, pour répondre à Richard, là, présentement, si on prend le 11 partant, même si on pousse un peu plus jusqu'au... c'est un effectif de 30? Ouais, en théorie, 30, roster de 30. 23 pros avec 18 dans la feuille de match, je pense. On a peut-être une des équipes les plus faibles. Au niveau nombre, oui, on a des beaux flashs. Là. Oui, Piatti, c'est pas tous les clubs qui ont un Piatti. Oui, on a des beaux éléments à gauche, à droite. Oui. Mais collectivement, si on la somme des joueurs, on n'a vraiment pas un club aujourd'hui, dimanche, avant que les renforts arrivent, on n'a pas un club pour faire les playoffs. Non. #no playoffs en ce moment. Non, c'est pas la même chose. Je sais. C'est une prédiction. Je sais. Je voulais mettre un peu mettre dans un coin. Je vais sortir un no playoff quand je vais avoir ce qui nous reste comme match. Logiquement, est-ce qu'on peut avoir les points
nécessaires pour faire les playoffs. Là, on a perdu 2 matchs à l'étranger qu'on pensait de toute façon perdre. Merde, c'est vrai. Puis dans les 2 prochains mois, on va jouer un match à la maison contre TFC. Donc, si on se retrouve dans 2 mois avec 3 points, 4 points, c'est pas nos playoffs automatiquement non plus. Non, c'est vrai, mais oui, vas-y. Mais si le recrutement de Silva, qui devrait être annoncé cette semaine, est vraiment bien fait, et si on est capable ensuite d'incorporer le défenseur central qui nous manque, le jumeler avec soit Fanny, soit avec Cabrera, et aussi de trouver un autre milieu de terrain efficace qui va apporter vraiment un plus. Oui. Là, on peut compétitionner avec les grands. Pourquoi? Parce que le facteur Rémi Garde compte pour beaucoup. Oui, c'est la couche de plus. C'est la couche de peinture qui fait que ta voiture va briller, ton mur va être joli, que ta maison va être belle et plus vendable. Oui, Garde, c'est l'accès. C'est ça parce qu'il va être capable d'utiliser ton auto de la bonne façon. Il va être capable d'utiliser ton chemin. Il va être capable de décortiquer la faiblesse ou s'adapter durant le match. Mais pour pouvoir faire tout ça, il a besoin d'éléments. Si lui, il n'a pas confiance à son banc pour s'adapter à ce qui se passe au match, il sert à rien, Rémi Garde. Tu gaspilles $1 million ou plus dans son salaire parce que il se retourne à droite, il a le choix entre Sofiane et Nilton. Il va dire Kroliki, reste là. Non, c'est vrai. Exactement. Tu restes là, t'es brûlé, c'est pas grave. Reste là. Dans pas longtemps, il va le mettre capitaine, mais c'est un très bon point. Puis, Garde, il faut que tu donnes la boîte à outils pour que Garde puisse travailler de la bonne façon. C'est Tata Martino, il a pas pris Donadel et Bernardello et Bernier et puis il a dit les gars, on va faire des miracles. Tu sais, il fait 0 miracle avec eux. C'est pour qu'Atlanta soit une équipe aussi haute qu'elle a été durant la saison régulière 2017. Donc, mais quand je disais auparavant que de façon dure que l'Impact, jamais dans l'histoire de l'Impact en MLS, ce club a pu compétitionner avec l'élite. Tu connais l'exemple de Drogba 2015-2016. Bon, 2015, c'est la deuxième moitié de la saison. Puis 2016, c'était quoi? C'était les 6 derniers matchs plus les séries. Donc, pour moi, c'est pas un club d'élite se comporter comme ça. Surtout que c'est trop émotionnel, c'est trop sporadique, on dépend de 2 stars vieillissantes qui font des miracles. Bernier qui passe par la fontaine de jouvence pour détruire Toronto. Oduro qui continue à bien jouer de façon miraculeuse après être sur le banc pendant 15 matchs. Tu sais, il y a plein de facteurs. Je dis, ok, c'est un peu louche tout ça, parce que Columbus, c'est Higuaín, c'est Arthur, c'est Pedro Santos, c'était Ola Camara, maintenant c'est Zardes. Ils ont des points d'ancrage. L'Impact en a, maintenant avec Piet, avec Taider, avec Piatti, mais ça demande beaucoup plus. On est en 2018. Tu sais, comme dit Sid souvent, Bernardello, c'était la dernière version du DP pas bon. C'est fini ça. Il a pas dit ça exactement, mais j'ai interprété ses dires. Il avait dit genre, t'as Bernardello, pour dire comment la MLS a évolué. Qu'est-ce que Sid il dit souvent, c'est pourquoi tu penses que la MLS a évolué? Mais il dit, voilà. C'est simple. Bernardello a déjà été DP. Merci, voilà. Voilà. Moi, ce que je disais, j'ai ajouté mes propres commentaires à son commentaire que j'ai même pas décrit, que je viens de décrire. Merci Nilton. Sinon, Sid m'aurait envoyé une mise en demeure. Mais c'est exactement ça. C'est ça qui fait la différence. Et la question un peu méta de notre ami, c'est que, voilà, quoi, c'est la vérité. On peut trouver des flashs c'est pas une. Le staff le sait, là. On n'est pas en train de. Rémi Garde, il est très, très bien au courant. Le staff en haut aussi est très, très au courant. Ouais. Ils ont probablement tout essayé de régler ça pour le premier match. Ils n'ont pas été capables. Ils ont vu le calendrier, ils ont dit de toute façon, c'est pas si grave. Mm-hmm. On n'est pas là pour gagner le Supporters Shield, on est là pour faire les playoffs. Et on va aller chercher les meilleurs joueurs possibles. Oui. Mais vraiment à long terme, pas des joueurs pour boucher un trou. Là, ils vont faire un recrutement hâtif, peut-être planifié dans les prochains jours. On parle de Rudy Camacho, on parle de Alejandro Silva, on va en parler plus tard. Il y aura un gros recrutement à l'été, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura au moins... Un gros, et une fois que ça c'est fait, il reste plus beaucoup de place au temps. Ils vont trouver. Ils vont, si Camacho est DP, non, mais statut DP. Il va être très bien payé, peut-être avec le TAM et le GAM, ils vont payer. Probablement TAM. Je sais pas combien qu'un joueur en Belgique peut gagner, surtout dans un club comme ça. Non, c'est vrai.
Mais c'est sûr que l'été, s'il reste de l'argent, ils placent des P, ils vont aller pour un attaquant, je suis quasiment sûr. Mais la saison est encore longue. Bon, allez, next